Je vais revenir encore sur ton analyse la dernière fois sur le trumpisme avec Elon Musk, tout ça. Tout ce que tu as dit des très très belles choses. Et moi, ça m'a amené à réfléchir. Je te pose la question, est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas le, je veux dire, le populisme qui est en train de monter, ce n'est pas aussi la faute des démocraties qui ont montré leur suffisance à vraiment respecter la volonté du peuple. Ça, c'est la première question. Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous parce que nous sommes dans un monde dynamique. Ça veut dire que tout doit bouger et rien ne doit rester statique. Même un homme, quand tu te lèves le matin, que tu ne fais rien, mais tu n'auras rien dans ta poche pour pouvoir vivre le lendemain. Et donc la vie, c'est comme ça. On dit que tout évolue. Et à un certain moment, les démocraties occidentales sont restées dans une suffisance au point de devenir des maîtres, des enseignants. Je prends pour exemple les États-Unis ou les Occidentaux ont utilisé la démocratie comme une marchandise qu'ils pouvaient exporter, mais sans apporter de la nouveauté. Et à force de vouloir être les donneurs de leçons, eux-mêmes ne se donnaient plus de leçons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien, très bien. Et donc, lorsque les démocraties occidentales ont oublié qu'elles doivent elles-mêmes se donner des leçons parce que la vie, tout doit évoluer, tout doit s'adapter, ils n'ont pas pris le temps de renouveler les paradigmes de la démocratie. Et c'est devenu une lettre morte en fait. Et c'est ce que les Donald Trump et autres ont su utiliser. La démocratie était devenue du flatou vocis. La démocratie était devenue une arme qu'il fallait adapter pour donner des leçons aux autres, mais sans soi-même. C'est comme un enseignant qui enseigne, mais qui ne prend pas le jour de mettre, et qui ne prend pas le temps de mettre à jour ses connaissances. Mais forcément, ta connaissance va dépérir. Et c'est ce qui a fait que les démocraties occidentales ont connu un dépérissement parce que ceux qui devraient faire vivre cette démocratie ne se sont pas eux-mêmes adaptés avec la réalité pour adapter cette démocratie et essayer de proposer des nouveaux éléments dans cette démocratie-là. Et donc, effectivement, les populistes profitent de ce dépérissement de la démocratie, se disent quoi? Utilisons l'arme de la démocratie contre elle-même. Même quand tu prends aujourd'hui, la démocratie était devenue tellement pauvre qu'il n'y avait plus rien à faire. Ce qui restait à faire, c'était de dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas légaliser l'homosexualité quelque part? Bon, en fait, quand tu viens, que tu regardes, que tu étudies profondément les démocraties occidentales, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus rien à inventer. Or, le grand maître Nietzsche nous dit que le surhomme, c'est celui qui sait détruire. C'est celui qui sait casser les tables de la valeur. Ça veut dire ce qui était érigé en valeur, là. Si on doit évoluer, il faut toujours constamment casser. Et c'est pourquoi il avait dit que Dieu était mort, pas parce que Dieu, le grand, est mort, mais parce que les valeurs qui étaient là au temps de l'Antiquité, où les gens croyaient à la magie, où les gens croyaient à la religion, où les gens croyaient au dogme, lorsque nous sommes venus dans les siècles des Lumières, la connaissance et surtout l'expérimentation des nouvelles valeurs scientifiques ont cassé les anciens modèles de pensée qui étaient là et qui étaient considérés comme des voies. Parce que même quand tu prends l'islam, quand on dit par exemple Malik Yaoumiddin, mais quand tu prends le mot din, c'est ce que je veux prendre ici, parce que ça veut dire le maître du jour du jugement. Mais quand tu prends ici, on te dit Yom Din. Mais le din ici, est-ce que ça veut dire din en tant que religion ou bien est-ce que ça veut dire din en tant qu'un chemin? En réalité, ça prend les deux sens. Et ici, ça veut dire quoi? Maître du jour de la rétribution. Mais cette rétribution-là dépend aussi des principes que toi-même tu mets dans ta vie de chaque jour. Donc le jugement, c'est chaque jour. Toi, on t'a dit, il faut te contrôler. Tu as déjà tu peux avoir le diabète ou bien tu peux avoir l'hypertension. Mais toi, c'est ce qui peut provoquer ça que tu prends. Mais tu es en train de faire ton jugement comme ça. Et donc ce jour du jugement-là, c'est maintenant. C'est à toi-même de décider. Et c'est la même chose pour les sociétés. À titre individuel comme à titre global, c'est des choses qui existent pour tout le monde. Une société doit évoluer ou bien elle périt. Et dites-moi, depuis, je vais parler de 1960, qu'est-ce que les démocraties ont apporté des valeurs nouvelles? Même aux Occidentaux eux-mêmes, rien. Mais plutôt ils sont restés dans la promotion même de ce qui les faisait dépérir intellectuellement, moralement. C'est vrai, nous le savons tous.
la société occidentale a atteint ses limites, ça on est d'accord. Et ça ne nous fait pas peur, parce que il y a eu des grandes nations qui ont existé avant le monde occidental. Mais à chaque moment où le monde doit passer à une nouvelle manière de voir les choses, il faut avoir le courage. C'est ceux qui ont le courage de casser les tables, les valeurs là, qui apportent quelque chose de nouvel. Et c'est ce que les démocraties occidentales n'ont pas compris. Elles sont restées dans un dépérissement rigoureux en devenant des enseignants qui eux-mêmes ne mettaient pas à jour leurs connaissances. Et donc des gens comme les Trump et autres viennent et disent quoi? Utilisons l'arme de la démocratie contre elle-même. Utilisons par exemple, quand Trump dit par exemple, je ne reconnais que 2 gens. Tu peux être l'homme le plus démocrate au monde, mais si il y a combien de personnes qui sont des homosexuels sur la terre? Mais tu seras d'accord avec lui. Donc ils utilisent les éléments les plus faciles à blâmer en tant qu'erreur pour invalider la démocratie occidentale à l'intérieur d'elle-même. Parce que Trump et autres, ce sont des fruits même de la démocratie. Et donc, quand ces personnes-là prennent les arguments pour retourner contre la démocratie, ça leur permet d'utiliser un nouveau modèle. Et dans ce nouveau modèle-là, ils sont en train, comme je dis, ils sont en train de réinventer la politique. Parce que derrière ce concept, les démocraties seront obligées forcément de s'adapter ou bien de périr. Et ça, on est en train de voir aujourd'hui à quel niveau, à quel nouveau type de gestion on aura réellement à faire. Si vous remarquez aujourd'hui, tout le monde est inquiet dans le monde. On ne sait pas avec quelle politique le monde est réellement géré. Est-ce que ce n'est pas avec le mercantilisme? Est-ce que ce n'est pas avec le transactionnalisme politique? Et donc, c'est ce qu'on est en train d'étudier, on est en train de voir. Et puis, on est en train aussi d'analyser les limites par anticipation. Et vraiment, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être que les termes ont un peu dépassé les uns et les autres, je m'en excuse. Et parce qu'on n'a pas le temps, sinon j'aurais pu développer ça de façon très simple. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, mon grand oncle. C'est une très très belle analyse. Moi, j'aimerais simplement ajouter quelque chose à ce que tu dis. Aujourd'hui aussi, on voit qu'on est sous l'influence des forces de l'argent à travers les banques et sous les forces de la technique. À travers l'exemple, le symbole de cela, c'est Elon Musk, qui aujourd'hui, grâce à son appropriation de la technique, est en train de devenir une personne incontournable, en parenthèse, dans l'évolution des choses. Vous voyez, et c'est la première, enfin, moi, à ma connaissance, c'est la première fois une personnalité de la high-tech a aussi une influence comme ça, je vais dire, politique même, au sein même de la plus grande puissance démocratique occidentale. Donc je pense qu'aujourd'hui, les démocraties européennes se sont laissées, sont devenues, les démocrates européens sont devenus aujourd'hui les VRT des grandes multinationales. Quand je prends l'exemple des présidents français qui se sont déplacés manu militari, parce que voilà, ils ont des grandes entreprises comme Total qui risquaient de perdre leur contrat dans des pays africains. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces hommes politiques-là même ont perdu même le sens même de leur propre objectif, qui est d'abord d'asseoir une certaine valeur morale à travers la démocratie, ce que nous ne voyons plus. Et ça donne aussi un peu la possibilité à des aventuriers brigands, putschistes, qui se permettent aussi de rentrer dans la danse. Vous voyez? Et tout ça vraiment est de mauvais augure par rapport au futur même des peuples. Quand on voit par exemple qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas des personnalités comme le président Ouattara, qui ont une forte personnalité et une intelligence hors pair, qui sont capables d'apporter cette sécurité et cette sérénité-là au peuple ivoirien, je pense que nous sommes vraiment mal barrés parce que la sous-région risque de devenir vraiment une poudrière et qui ne fera que arranger comment il s'appelle, les intérêts de quelques individus assoiffés de sang, comme les chiens errants qu'on connaît tous qui sont en train d'errer à nos frontières et prêts à éventrer la République. Donc vraiment, j'aimerais, c'est une interpellation que je fais, que vraiment on essaye vraiment de dire à nos hommes politiques vraiment de privilégier l'intérêt du peuple. Parce que
aujourd'hui, même si eux, ils sont au pouvoir, ils vont pas diriger des cadavres. Vous voyez? Et puis, leur intérêt pour lequel ils sont prêts à éventrer la République ne, ne pourra pas les empêcher de mourir ou ne pourra pas les rendre immortels, en gros. Voilà ce que j'aimerais dire. Je te dis merci beaucoup pour cette belle intervention. Pardon, une dernière chose, s'il te plaît. J'allais oublier mon compte, si tu me permets rapidement. Maintenant, le rapprochement de Trump et de Poutine, n'est-ce pas, n'est-il pas fait, ce rapprochement-là n'est-il pas fait pour éloigner un peu Poutine de la Chine, qui est, pour moi, selon moi, le plus grand adversaire, le plus redouté des États-Unis. Voilà un peu, c'est ma dernière question. Merci beaucoup. La géostratégie est un jeu dans lequel où tu seras obligé forcément de choisir l'intolérable ou bien l'inacceptable. Et donc, ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt. Et chacun fera son jeu. Et effectivement, Poutine, je ne sais pas, je ne maîtrise pas toute sa science. Pardon, je vais parler de Trump. Je ne maîtrise pas là où il veut aller. Mais une chose est évidente, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Celui qui va posséder l'Ukraine aura le monopole de la technologie à travers les terres rares. Or, la Chine et les États-Unis sont en train de se concurrencer sur comment j'ai appelé ici, l'intelligence artificielle. Celui qui aura l'Ukraine aura donc la capacité de décider de faire le prochain roi du monde. Parce qu'en prenant l'Ukraine, vous aurez accès à ces terres rares qui pourront faire une grande différence. Et donc, effectivement, ce que vous dites, je suis totalement d'accord. Et effectivement, c'est pour s'interposer entre la Chine, mais ça ne résout les problèmes qu'à moitié. Parce que là où la Chine est arrivée, la Chine ne peut plus reculer. La Chine a compris que d'ici l'an 2050, elle peut devenir la première puissance économique du monde. Et ça, est-ce qu'elle va pouvoir reculer et s'asseoir? Et ne me dis pas que les Chinois ne comprennent pas qu'eux ne peuvent pas être là pour être des assistants. Et ils ne s'asseyent pas. Mais ils ont une diplomatie qui est très surnoise, très silencieuse. Mais au moment où tu te rends compte, j'appelle ça moi personnellement la diplomatie du cancer. Quand ils sont là, tu ne vois pas le mal qu'ils sont. Mais une fois que tu les découvres, c'est qu'ils ont déjà envahi ton corps. Il te faut une chimio ou bien on t'ampute. Et c'est ça la diplomatie chinoise. Tu as toujours l'impression qu'ils sont là pour jouer les seconds rôles, mais au moment où tu te rends compte, ils ont déjà fini d'envahir le secteur qu'ils veulent. Est-ce que la Chine aussi ne fait pas une troisième stratégie de pensée? Parce que autant la Russie est en train de s'affirmer militairement, aujourd'hui la Chine est en train de s'affirmer diplomatiquement. Et Donald Trump vient de leur donner un argument solide en invalidant le USAID. Or, c'était un argument, une arme diplomatique pour essayer de convaincre les autres. On ne convainc pas seulement à travers la violence, mais on convainc aussi à travers l'aide qu'on apporte. Et si la Chine occupe aujourd'hui ce terrain-là et laisse les grandes puissances se neutraliser entre elles, est-ce que ce n'est pas en réalité la Chine qui deviendra la future puissance économique et militaire? Ça aussi, il faut l'imaginer. Pas que économique. Ça, économiquement parlant, c'est quelque chose qui est déjà presque... Je ne dirais pas que dans l'absolu, il ne faut pas absolutiser. Vous m'excuserez sauvagement. J'utilise des mots vraiment lourds, violents. C'est parce que je suis un peu sous pression. Mais c'est des choses simples en fait. Quand je dis absolutiser, ça veut dire on ne peut pas prendre ça comme une vérité qui est inscrite, qui ne changera pas. C'est ce que ça veut dire. Mais ce qui est encore plus inquiétant, est-ce que la Chine, de façon pernicieuse, ne laisse pas une guerre entre deux puissances se fragiliser militairement pour devenir et la puissance économique et la puissance militaire prochaine? Il y a aussi cette réalité qu'il faut voir dans la situation qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que là, la guerre de Sun Tzu nous dit que le meilleur combattant, c'est celui qui arrive à vaincre l'ennemi sans mener de combat. Et à mon avis, c'est ce que les Chinois sont en train de faire. Et en plus de cela, ils ont infiltré presque tous les réseaux de renseignement du monde. Et ça, ceux qui savent de quoi je parle comprendront. Et personne ne peut les empêcher aujourd'hui. Ils sont dans presque toutes les agences de renseignement dans le monde qu'ils ont infiltrées. Et ça leur donne une super puissance. Et c'est ce qui les permet d'être
presque invisible, mais très efficace. Et ça, il ne faudrait pas qu'on oublie cela. C'est un peu comme ça que j'allais répondre. Ah, merci beaucoup, mon grand père. Ok. Merci, merci. Et puis, bon, Et je laisse la parole. si vous permettez avant, c'est vous qui devez faire la conclusion, je vais lire Ah, rapidement, d'accord, voilà, ok. je vais lire rapidement quelque chose. Je ne vais pas détailler, mais pour amener l'homme noir à réfléchir pour ceux qui comprendraient. C'est un texte du grand maître Hegel. L'Afrique, d'une façon générale, est le pays replié sur lui-même et qui persiste dans ce caractère principal de contraction sur soi. Elle se compose de 3 parties que nous devons rigoureusement distinguer. La diversité de sa constitution géographique est si remarquable que son caractère spirituel lui-même, dans sa diversité, reste lié aux déterminations physiques. L'Afrique est, pour ainsi dire, composée de 3 continents qui sont totalement séparés l'un de l'autre et n'ont aucune communication réciproque. L'un se trouve au sud du désert du Sahara. C'est l'Afrique proprement dite. Le haut pays qui nous est totalement inconnu, avec d'étroites bandes côtières au bord de la mer. L'autre, situé au bord, au nord du désert, est l'Afrique, pour ainsi dire, européenne, un pays de côte. Le troisième est le bassin du Nil, la seule vallée d'Afrique qui se rattache à l'Asie. L'Afrique septentrionale donne sur la Méditerranée et s'étend vers l'ouest jusqu'à l'Atlantique. Elle est séparée de l'Afrique méridionale par le Grand Désert, qui est une mer asséchée, et par le Niger. Le désert sépare davantage que la mer. Et la nature des peuples que l'on rencontre sur le Niger manifeste cette séparation de façon particulière et nette. C'est un territoire qui s'étend jusqu'à l'Égypte. Sa partie septentrionale est barrée par des régions désertiques et des montagnes. Entre les montagnes, il y a de larges vallées fertiles qui en font une des plus belles et des plus riches contrées du monde. Là se trouve le Maroc, Fès ou Fès de nos jours, Alger, Tunis, Tripoli. On peut dire que toute cette zone n'appartient pas à l'Afrique, mais à l'Espagne avec laquelle elle forme un bassin. Le polygraphe écrivain politique français de Prades dit: pour cette raison qu'en Espagne on est déjà en Afrique. Cette partie de l'Afrique est sa partie non autonome, celle qui a toujours été en relation avec l'extérieur. Elle n'a pas été elle-même le théâtre d'événements historiques, mais elle a été toujours dépendante des grands bouleversements extérieurs. Ce fut d'abord une colonie des Phéniciens qui parvint à établir Carthage, une puissance indépendante. Elle fut ensuite une colonie des Romains, de l'Empire byzantin, des Arabes, des Turcs, sous la domination desquels elle se désagrégea en petit état de pirates berbères. C'est un pays qui ne fait que vivre et suivre le destin de tout ce qui arrive de grand ailleurs, sans avoir une figure déterminée qui lui soit propre. Tournée comme l'Asie mineure vers l'Europe, cette partie de l'Afrique pourrait et devrait être rattachée à l'Europe, comme du reste ont tout récemment tenté de le faire avec succès les Français. L'Égypte, c'est-à-dire le bassin du Nil, qui tire son existence et sa vie de ce fleuve, appartient en revanche à ces territoires dont nous vous avons dit qu'ils formaient un centre, qu'ils étaient destinés à devenir les centres de civilisation grande et autonome. Sa participation au trafic de la Méditerranée, au début interrompue, fit ensuite développer de façon intense. L'Afrique proprement dite est la partie de ce continent qui en fournit les caractéristiques particulières. Ce continent n'est pas intéressant du point de vue de sa propre histoire, mais par le fait que nous voyons l'homme dans un état de barbarie, de sauvagerie, qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée
sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. S'il en est ainsi fermé, cela tient non seulement à sa nature tropicale, mais essentiellement à sa constitution géographique. Encore aujourd'hui, elle demeure inconnue et sans aucun rapport avec l'Europe. L'occupation des côtes n'a pas incité les Européens à avancer vers l'intérieur. Le pays forme un triangle. À l'ouest, la côte de l'Atlantique ou le golfe de Guinée forme un profond angle rentrant. À l'est, le cap de la Bonne-Espérance jusqu'à Cap Gardafoui, c'est la côte du Grand Océan. Au nord, c'est le désert et le Niger. La partie la plus septentrionale a un autre caractère à cause de sa relation avec les Européens. Le pays dans son ensemble semble être un haut plateau qui ne présente qu'une bande côtière très étroite, habité seulement en un petit nombre d'endroits. Dès qu'on avance vers l'intérieur, on trouve presque partout une ceinture marécageuse. Elle forme le pied d'une ceinture de hautes montagnes, traversée par quelques rares fleuves qui eux-mêmes ne permettent aucune relation avec l'intérieur, car leur percée n'a eu lieu que peu au-dessus du niveau des montagnes et seulement en des lieux étroits où se forment fréquemment des chutes d'eau non navigables et des courants qui se croisent avec violence. La partie septentrionale de l'Afrique proprement dite semble ainsi fermée par un semblable barrière montagneuse des monts de Lune au sud du Niger. Je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire un peu, le texte est extrêmement long, mais pour vous dire que l'Afrique a beaucoup à faire. Il faudrait que nous réveillions nos esprits